Bonsoir Carole. Bah, il y a du monde. Alors ce soir, il va y avoir des radios. Il va y avoir 2 photos d'opération. Donc je vous dirai juste avant, pour ceux qui ont des âmes un petit peu sensibles, s'ils veulent pas regarder les images, vous pourrez regarder ailleurs. Et je vous avertirai juste avant. C'est bon, on est parti. Bonsoir Clovis. Allez, bah, bonsoir à tous. Donc je suis Nine, je suis éleveuse de Maine Coon depuis 15 ans. Je fais du polydactyle depuis 15 ans, donc je connais bien ce sujet, la polydactylie. Et il y a 10 ans, je ne savais pas tout. J'apprenais, je tâtonnais comme on a tous fait, hein, tous ceux et tous les éleveurs qui sont là. Et je me posais beaucoup de questions. Oh, mais c'est pas grave, Valérie, t'inquiète. Alors j'ai cherché, j'ai creusé, j'ai eu la chance qu'une pionnière, et pas la moindre, elle s'appelle Beth Kous, prenne le temps de me répondre. C'était en 2015. Merci à toi Valérie, et toi bonne soirée avec tes amis. C'était en 2015 et si elle m'a répondu, c'est parce qu'elle a estimé que je travaillais sérieusement et que mes questions méritaient une vraie réponse. C'est pas le genre de personne qui vous répond comme ça et qui s'intéresse à vous comme ça. Son mail, eh ben, je m'en souviens comme si c'était hier, hein. Elle m'a expliqué la différence entre un chat porteur d'un seul gène, polydactyle. Donc, du coup, ce sera un grand P petit d slash petit p. Et un chat double gène, un PDPD. Elle m'a dit que marier un PDP, ça va. Mais marier 2 PDPD, c'est ouvrir la porte à des faiblesses de tendons, à des chatons fragilisés. Alors oui, il y a 10 ans, je ne savais pas tout, mais j'ai cherché. Et c'est ça, être éleveur, c'est chercher, apprendre, confronter ses idées avec d'autres éleveurs. C'est s'interroger et interroger les anciens, ceux qui travaillent depuis plus longtemps que nous. Alors, dire aujourd'hui que je ne savais pas n'est pas une excuse. L'information existe sur la polydactylie, elle circule, elle est disponible pour ceux qui veulent bien la chercher et la comprendre. Ça, il faut en être conscient. Alors ce soir, je suis pas là pour vous flatter et vous donner plein d'illusions, hein. Je suis là pour rappeler que la polydactylie, c'est pas une mode, c'est pas un argument de vente, c'est pas un héritage, c'est un héritage ancien qui mérite respect et connaissance éthique de la part des éleveurs qui promeuvent la polydactylie. Pardon. Alors souvenez-vous, lors du premier live, on a exploré l'histoire fascinante de la polydactylie. On va faire bonsoir chatterie du Blacking Maine Coon. On va faire un petit rappel de, puisque c'est la deuxième partie en fait, hein, sur la polydactylie. C'était pas bon pour les chatons. C'est pas, ouais, c'est bizarre. Je vous fais un petit rappel. Alors, au tout départ, on avait parlé de l'histoire fascinante de la polydactylie chez le Maine Coon. Oui, elle va être mise sur YouTube, Chatterie des Géants d'Anjou, où il y aura tout ce qui est partie génétique et forme de la polydactylie. Sur le premier live, en fait. Du coup, hop, je repars. Il y a aussi la partie historique. Tout ce qui est... Alors, ma chaîne YouTube, normalement, c'est dans ma bio. Pour l'instant, il n'y a que l'histoire du Maine Coon, mais ça va venir petit à petit, on va tout mettre en place. On a parlé de l'histoire de la polydactylie chez le Maine Coon, pardon. On a bien vu que c'était des marins anglo-saxons qui avaient ramené la polydactylie. On a été jusqu'au chat d'Ernest Hemingway, en passant aussi par l'exclusion de la polydactylie à partir de 1970. Puis sa réhabilitation quelques années plus tard, enfin plusieurs années plus tard. On a aussi abordé la génétique avec ce fameux gène HW, qui est une allèle. Les gènes UK1, UK2, qui sont des allèles aussi. Et c'est, je vous rappelle, grand P, petit d, qui est le gène de la polydactylie. C'est le sigle mendélien, en fait. C'est un signe qu'on utilise en génétique. Mais ce qui prouve la polydactylie, enfin, c'est l'allèle HW, UK1, UK2, qui certifiera que votre animal est polydactyle.
On a volontairement laissé de côté un point crucial, c'est ce que la réalité du terrain va nous montrer, et c'est ce qu'on va voir ce soir. Donc je vais vous y emmener, hein, parce que même si la polydactylie est transmise comme un trait autosomique dominant, ce n'est pas aussi simple qu'une simple équation. Je vous rappelle que les dernières études de 2024 faites par Marie Abibol ont démontré que on croyait jusqu'à maintenant que la polydactylie était à pénétrance complète. En 2024, il y a eu une avancée assez phénoménale où une partie des gènes montre une pénétrance incomplète. Ça veut dire que des chats peuvent transmettre la polydactylie sans être polydactyles. Ça, c'est très important. Par contre, ils sont mineurs, hein. C'est vraiment une minorité. Donc ça, c'est important à retenir. Donc ce gène est à pénétrance complète normalement. Ça veut dire que si le gène est présent chez le chat, on le voit physiquement. Quand c'est une pénétrance incomplète, ce que je viens de vous dire, quand on ne voit pas le gène, mais le chat peut être polydactyle. Après expressivité variable, ça veut simplement dire que quelle que soit la forme de polydactylie qu'ont les parents, le chaton aura une forme propre à lui. Ça ne se transmet pas. Le nombre de doigts ne se transmet pas, la forme des pattes ne se transmet pas. Ça, il faut le savoir. C'est complètement aléatoire. Et c'est sur le curseur, c'est sur le brin d'ADN qui est appelé SHH, Sonic Hedgehog, que se forment les doigts, et c'est pendant la gestation, en fait, hein, de la maman. Du chaton, dans le ventre de la maman. C'est bon pour les rappels? Non, il n'y a pas de risque pour les chatons. Aucun. Je ne sais pas ce qu'elle voulait dire, Carole Desrosiers. Je ne sais pas ce que voulait dire la dame qui vous a dit ça. Je comprends pas trop. Je comprends pas trop, en fait. En quoi les chatons, ça peut les perturber? Et vous êtes presque à 10 000 likes. Je vous aime beaucoup. Tous, 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 très fort. Ah, pour la croissance? Absolument pas. Il n'y a aucun risque pour la croissance. Il n'y a aucune incidence. On va le voir un petit peu dans le live. Tu n'as aucune incidence sur la croissance et l'ossature du chaton. Ça a été prouvé aussi dans des études faites par Alexia Hamelin. Ça date un petit peu. Je pense que ça doit être de 2015. Mais il n'y a aucune incidence sur la croissance. Il n'y a aucune incidence sur la croissance d'un chaton qui est polydactyle. En revanche, il faut surveiller les doigts, pas la croissance, c'est les doigts. Tu peux avoir des doigts, on va voir ça un petit peu plus tard avec des radios et des photos de pattes de polydactyle. Il peut y avoir des doigts mal formés ou des choses comme ça qui sont à surveiller, ça certes. C'est des formats typiques, mais non, il n'y a pas de souci au niveau de la croissance. Voilà. Bonsoir Ludine. Bonsoir Inès. Donc dans le premier live, on a vu que la polydactylie, c'est une mutation naturelle, qui est ancienne et qui est héréditaire. La plupart du temps, c'est bénin, donc du coup, ça répond à ta question aussi. On a juste quelques doigts en plus avec un pouce marqué ou une patte en moufle, soit l'un, soit l'autre. Mais certaines questions reviennent souvent. Est-ce que ça peut devenir une malformation? Est-ce que c'est lié à des problèmes osseux graves, ce que tu disais en fait? Alors, une étude menée par King en 2004 est intéressante et je vais commencer ce live. Alors, je ne vous ai même pas montré celui-ci. Oui, je refais un petit... désolée, je reviens un petit peu en arrière. Ça, c'est important pour les éleveurs. Certains chats, on sait qu'ils sont HW+, porteurs de l'allèle HW. On sait qu'il y a des chats qui ont été polydactyles, qui ont été testés. On n'a trouvé aucun gène de polydactylie chez eux. Ça veut dire qu'on ne connaît pas tous les gènes de la polydactylie. Si je vais trop vite, vous me le dites. Donc ça veut dire qu'il existe d'autres gènes, qu'on ne connaît pas tous les gènes de la polydactylie à l'heure actuelle, donc qu'on ne maîtrise pas totalement la polydactylie. Donc oui, on peut croiser des polydactyles ensemble une fois. On ne le refait pas plusieurs fois en revanche. Alors, le problème qui pourrait se poser, c'est que vous ayez un chat qui est marqué génétiquement HW et que vous le mariez avec un chat dont on ne connaît pas le gène. Alors, c'est possible, hein, ça a sûrement déjà été fait d'ailleurs, puisque on les teste pas systématiquement, nos polydactyles.
Alors c'est possible, c'est pas interdit de faire ça, mais il faut le faire avec lucidité, rigueur et éthique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut absolument surveiller les chatons nés de polydactyles, de deux polydactyles n'ayant pas le même gène. Faut pas créer, en fait, faut pas créer de polydactyles homozygotes. Et il faut surtout pas marier des polydactyles homozygotes entre eux. En fait, c'est ça. On va en reparler un petit peu plus tard, mais on ne marie pas. On peut marier sans souci des polydactyles hétérozygotes. On fait attention parce qu'on ne connaît pas tous les gènes de la polydactylie sur les chatons pour voir s'il y a des soucis à ce niveau-là. Après, c'est élevé depuis très longtemps le polydactyle, donc je pense qu'on l'aurait peut-être déjà vu. Mais il faut faire quand même attention, c'est mieux. Et par contre, marier, ce que vous faites en mariant deux hétérozygotes, vous allez obtenir des homozygotes. Et marier les homozygotes entre eux, ça devient un petit peu... ça peut, là, on peut avoir des soucis, en fait. Non, un chat polydactyle... Enfin, oui, un chat polydactyle peut aller en concours, mais il n'aura aucun titre. Mais on peut le présenter à des concours du LOF, pas de souci. Mais il n'aura pas de titre, il est exempt de tout titre. Alors, c'est pas marqué en défaut, hein. La polydactylie, c'est marqué en refus de titre, en fait. Donc, il y aura un refus de titre sur les polydactyles. En revanche, en France, tu as des expositions TICA, de la TICA, qui est l'organisme américain qui reconnaît la polydactylie. Et là, ils seront jugés et pourront avoir un titre. Il n'y a aucun souci. Donc j'étais un petit peu vite tout à l'heure. On va faire la petite introduction. Alors en première partie, je vous ai rajouté cette partie que j'avais pas fait la dernière fois. C'est pas vraiment la polydactylie, mais je vous l'ai fait quand même parce que c'est les autres anomalies qu'on peut trouver en fait au niveau des pattes. Donc il va y avoir la syndactylie, on va le faire assez rapidement. Bonsoir Valtina, on va pas non plus s'attarder 3 heures là-dessus. Il y a l'hypoplasie radiale, l'hypoplasie fémorale, j'ai oublié de la noter, l'ectrodactylie et il y a pardon, la dystose osseuse. Ça, je vais vous le dire tout de suite. On va en parler tout de suite après. Dans une deuxième partie, on fera les risques et les pathologies, donc avec des doigts semi-formés, des structures flottantes, des fusions osseuses qui sont anormales en polydactylie. C'est là où vous aurez les radios, les photos. Donc du coup, c'est là où je vous avertirai si jamais il y a des personnes sensibles pour pas tout voir. On verra ce que montre le terrain, c'est-à-dire chez les éleveurs. Et puis bon, voilà ce que montre le terrain avec les tendances, les silences et les questions ouvertes. Et ce qu'on fait maintenant qu'on sait tout ça. Voilà. Si vous voulez faire tester votre chat, ça c'est pour Dadou. Donc c'est chez Langford de Vets Génétique. Pour l'instant, il n'y a que qui testent la polydactylie. Ils vont tester qu'un seul gène, hein, le HW. Oui, 17 000, vous êtes incroyable. Je crois que oui, au final, on va peut-être se faire un barbecue où je veux, parce que vous envoyez des bouteilles à tous. Après, bon, pourquoi pas. Mais vous êtes franchement formidable. Incroyable. Donc les tests c'est chez Langford avec la petite, enfin moi voilà, ça ne teste qu'un seul gène et si vous n'avez pas le gène, enfin ça teste aussi le gène UK1 et UK2, mais si vous n'avez pas, du coup le HW, alors vous saurez que votre chat est porteur de polydactylie mais d'un autre gène et vous n'aurez pas votre réponse. Et le test coûte entre 45 et 55, alors c'est pas euros, hein, c'est livres du coup. Hein. Du coup, est-ce que la polydactylie est différente d'une malformation? Oui. C'est une anomalie, c'est pas une malformation, qu'on soit bien clair là-dessus, et ça on l'a vu la semaine dernière. Hein. Et la polydactylie ne doit pas être confondue, c'est ce qu'on va voir maintenant, avec une pathologie. Les anomalies sont autres que des pathologies. Hein. Une anomalie ne vous met pas en souffrance. Elle peut, mais elle ne met pas en souffrance systématiquement l'animal. Les anomalies, elles sont autres et l'éthique demande de ne pas reproduire un chat qui est porteur en revanche d'une pathologie. Et donc, on va démarrer par
les anomalies rares. Donc là, vous avez la première image. Donc on va parler des anomalies qui ne sont pas à confondre absolument avec la polydactylie naturelle. Ce sont d'autres anomalies qu'on peut trouver au niveau de la formation des pattes chez les chats. Elles sont rares, mais elles existent. Donc il faut le savoir. Vous comprendrez un petit peu mieux pourquoi je vous les montre, parce que ça peut être assez similaire visuellement avec de la polydactylie. Pour certaines, hein, pas pour toutes. Ah oui, mais c'est très bien, Carole, c'est ce qu'il faut faire, hein. Donc la première chose qu'on va voir, ça concerne en revanche la polydactylie. C'est une étude donc que je redémarre, hein. C'est une étude que King a fait en 2004. C'est la dysostose radiale chez le chat. Et notamment, ça, là, c'est une étude qui a été faite sur des polydactyles. King a interrogé des éleveurs britanniques. Ça a été fait sur des Maine Coon en Angleterre. 63% d'entre eux avaient une chatte polydactyle dans les 5 premières générations de leur pédigré. Donc ça, c'est plutôt intéressant. L'étude a été faite sur une grande majorité de chats polydactyles. Ça veut dire que la polydactylie était très courante en Angleterre, dans leur lignée, et pas un accident isolé. Malgré cette fréquence, on n'a pas constaté que ces lignées étaient surchargées de malformations radiales. Ça, c'est plutôt intéressant. Alors, vous voyez, en fait, c'est que la patte se positionne très mal. Vous voyez, c'est une malformation de l'avant-bras. Elle est rare chez le chat, mais elle existe. Je vous avais montré des photos dans le live au mois de juin où on voyait que le chat avait quasiment la totalité de la patte posée au sol. Et là, l'étude a confirmé que sur des chats polydactyles, vous n'avez pas plus de pourcentage de chats atteints à cause de la polydactylie, comme certains peuvent le dire en fait, hein. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Et ça a été fait surtout sur une étude où il y avait massivement beaucoup de chats polydactyles, puisque les Anglais adorent les polydactyles. Ce que ça implique, c'est que la polydactylie normale, pouce, moufle, doigt en plus, n'est pas liée à des anomalies du radius. Ça, c'est plutôt intéressant. Et que si vous avez une malformation radiale sur un chaton issu de parents polydactyles, ce n'est pas la polydactylie qu'il faudra mettre en cause dès le départ. Il y a d'autres, là vous voyez c'est un chat non polydactyle et qui a un problème de radius, hein, de toute façon. Donc le docteur Pfleger, qui est quand même un des docteurs, un des vétérinaires qui s'occupe le plus de la TICA, qui est très très présent dans la TICA, confirme d'ailleurs que le gène de la polydactylie ne cause ou ne supprime, ça ne met en cause aucune malformation osseuse à ce jour pour lui. Je l'ai fait il y a 1 heure, ça, je l'ai trouvé il y a 1 heure, c'est pour ça que c'est un petit peu brouillon, je suis désolée, j'avais pas trouvé ça avant. Donc c'est fréquent de trouver des dystoses radiales chez le chat, mais le docteur Pfleger, qui est vétérinaire et donc très impliqué dans la TICA, est très clair. Le gène qui produit un pouce ou des doigts supplémentaires n'a rien à voir avec celui qui provoque la mise en place d'une dysostose. La polydactylie normale ne cause aucune déformation osseuse. Et ça, c'est ce qu'il faut retenir. Même les cas atypiques qu'on va voir tout à l'heure n'influent en aucun cas sur l'ossature du chat. Ça influe les doigts, absolument pas l'ossature. Ça, il faut être très clair là-dessus, hein. Parce qu'il y a eu beaucoup à une époque de personnes qui pensaient que la polydactylie influait sur l'ossature et pouvait provoquer des malformations. Alors vous avez 2 études maintenant, vous avez celle du docteur King et celle du docteur Hamelin qui prouvent qu'il n'y a absolument aucun impact sur l'ossature. La polydactylie n'apporte pas d'impact sur l'ossature générale du chat. Ça va? Je suis assez claire? Parce que en fait, une anomalie, c'est normal. Enfin, c'est normal. Une anomalie en biologie, c'est pas. Voilà. Ça veut dire que tu as quelque chose de différent. Point. Euh, en revanche, une malformation, c'est une malformation. Tu comprends, Dadou? Une anomalie, c'est différent. Une malformation, une malformation, il y a quelque chose de mal. Malformation. Une anomalie, ça veut dire juste que tu as une différence. Il vaut mieux utiliser le terme anomalie pour la polydactylie que malformation. Il y en a qui vont même utiliser tard, hein, donc compliqué.
On n'avance pas beaucoup, hein. Sur la polydactylie, on est toujours assez en retard, je trouve, au niveau de la vision qu'on a de la polydactylie, ce qui est fort dommage. Du coup, on va partir en arrière. Après, ça va reprendre normalement, je suis désolée. J'ai rajouté ça à l'arrache, donc j'ai mis des trucs écrits partout sur mes feuilles, c'est le foutoir, comme d'habitude. Mais j'ai mis, je ne sais pas si vous avez vu dans une story, je vous ai mis mes cahiers quand je travaille, pour vous montrer à quel point c'est le foutoir, mes cahiers quand je travaille. Mais après, ça va, c'est assez clair dans les lives, donc c'est plutôt bien. Donc la polydactylie n'a rien à voir avec les malformations dont je vais vous parler en ce moment. Ce sont d'autres malformations. Ça, je veux être bien clair que vous mélangiez pas tout, hein. Il existe beaucoup d'anomalies au niveau de la patte chez le chat. Elles sont de formes rares ou fréquentes. Là, ce sont des formes plutôt rares, mais qui peuvent ressembler à de la polydactylie. C'est pour ça, surtout celle-ci, la syndactylie. C'est pour ça je vais vous la montrer. Donc là, vous avez une première radio où vous pouvez voir qu'en fait, alors, la syndactylie, c'est une fusion des doigts. C'est très rare chez le chat, avec seulement quelques cas rapportés en littérature. Ce sont des cas isolés ou en portée limitée. On a quand même un exemple où sur une portée de 6 chatons, 4 étaient atteints. Donc c'est quand même plus de la moitié. C'est complexe et ça peut toucher les pattes avant et arrière. Donc on a à ce niveau-là, vous voyez, les doigts qui sont soudés en fait. Alors c'est très rare chez le chat. Cette forme est souvent alors sans boiterie ni inconfort. En revanche, hein, je cherche mes slides, pardon. Voilà, il y en a un autre ici. Le chaton peut vivre normalement, il n'y a pas de souci. Là, vous voyez une autre forme, je me remets avec vous. Vous voyez une autre forme où les doigts sont, hop là, pardon pour mon curseur. Les doigts sont ossifiés différemment, mais c'est pareil, on est sur une syndactylie. Là, vous voyez, vous avez 2 phalanges et un seul doigt. Là, alors ça, vous voyez, on peut le trouver en polydactylie, cette forme-là, et celle-ci aussi, hein. C'est pour ça que je vous dis, c'est quand même assez similaire, sauf que c'est l'effet inverse, vous aurez moins de doigts. Non, 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 tribu des poilus, t'affole pas. La syndactylie, elle est elle peut avoir des formes proches de la polydactylie, mais ce n'est pas la même chose. Après, t'as que des radios. Mais normalement, il a moins de doigts, en fait. Si tu arrives à compter au moins 5 doigts ou 6 doigts, c'est que c'est pas de la syndactylie. Parce que si tu regardes bien, c'est des pattes avant et il y en a que 4 au final. Donc un qui est un petit peu avorté. Ici. Là, vous voyez, il manque des phalanges. C'est pas évident le curseur. Il manque des phalanges. Donc la syndactylie, c'est une forme en fait où vous n'aurez pas de boiterie ni d'inconfort, hein, pour le chat. C'est il va vivre, hein, quand même à peu près correctement. Mais c'est assez méconnu comme malformation et c'est assez peu documenté, hein. J'ai un petit peu galéré pour trouver quelques radios. Là, vous voyez que vraiment, il y a encore moins de doigts. Et c'est ce dont je vous parlais. Voilà. Vous voyez le chat en bas. Regardez la forme de ses pattes. Vous voyez? Ça ressemble quand même à des moufles, en fait. Et pourtant, il a moins de doigts. Bon, alors ici, oui, on peut le voir. Mais si on regarde vite fait, alors celui-ci, par contre, non, ça ressemble pas trop, hein. Ben oui, mais en fait, c'est pas un polydactyle, c'est un syndactyle. Il a moins de doigts. Alors, la personne que vous entendez frapper à ma porte, c'est mon chat qui est furieux parce que je l'empêche d'entrer dans le bureau. Sinon, il va mettre le bazar. Donc, il est en train de taper à la porte. C'est pour ça que je vous ai mis, je vous ai fait cette partie parce que je suis tombée sur ces photos et je trouve ça quand même. Il faut retirer de la repro. Les syndactyles, il faut retirer de la repro.
On cherche pas, on retire de la repro. Parce que enfin, ils disent que les chatons sont pas gênés, mais enfin, quand tu vois les radios, en fait, moi, je suis pas persuadée que les aplombs, moi, je me pose des questions, j'ai pas vu, hein, j'ai jamais vu en vrai. Mais non, c'est mon chat qui gratte à ma porte. Bon, après, oui, c'est mon calci chéri, mais et, voilà. Et je suis pas sûre que les aplombs soient très bons avec des pâtes comme ça, quoi, en fait, hein, dès le départ. Moi, j'en ai jamais vu. En vrai, j'en ai jamais vu. Je suis tombée sur des photos. Les photos, on peut voir qu'elles sont quand même assez anciennes, hein. Je pense que c'est des photos des années 60-70. Moi, je pense qu'il est gêné aussi, Domaine Durco. Les écrits disent que ça le gêne pas, mais moi, j'ai de forts doutes là-dessus. Je pense que tu dois avoir un gros souci quand même au niveau des aplombs et même pour la marche, hein. Même pour la marche. Parce que quand on voit les radios, c'est pas terrible non plus, hein. On va voir les radios des polydactyles après. On va voir que c'est quand même différent, hein. 2 secondes. Il s'en fout. Royal. On va voir l'hypoplasie radiale. Alors, je sais pas si vous avez entendu parler, c'était ces fameux Twisted Cat, des chats aux pattes tordues. Il y avait une éleveuse qui avait pensé que c'était une super bonne idée dans les années, je crois que c'est les années 60, que c'était une super bonne idée de faire des chats aux pattes tordues. En fait, des chatons sont nés avec des pattes tordues. C'est une anomalie rare, mais qui existe chez le chat, donc il faut la connaître. Vous voyez qu'au niveau du... Je me remets avec vous, sinon mon curseur... Je ne sais pas si le curseur est bon quand je suis de l'autre côté. Là, vous avez un radius normal. Je ne sais pas si ça se voit bien sur le... Ouais, ça se voit bien sur le téléphone. Et ici, vous voyez le radius d'un Twisted Cat. Donc, vous voyez que le radius, en fait, est beaucoup plus court et complètement déformé. Ce qui donne physiquement ces chats-là. En fait, vous voyez que les pattes sont complètement mal formées. Donc, c'est une condition congénitale, hein. C'est génétique ou c'est une mutation spontanée, on ne sait pas trop. Des chatons sont nés comme ça et une dame qui était éleveuse, du coup, a trouvé que c'était une bonne idée de les reproduire. Le radius est plus petit et déformé, ce qui traduit souvent des pattes atrophiées, un petit peu des pattes de crocodile en fait, sur le chat. Alors malgré leur allure particulière, hein, ces chats vivent souvent normalement. Il faut quand même aménager l'espace parce que vous voyez qu'ils se déplacent un petit peu comme des kangourous. Donc voilà, il faut aménager l'espace, repenser votre intérieur pour ces chats-là. Et il faut savoir que à terme, ça donne quand même des chats porteurs d'arthrose. Ils auront sûrement de l'arthrose en vieillissant. Durée de vie, j'ai pas trouvé, mais en tout cas, il n'y a plus d'élevage de Twisted Cat. Donc je pense que c'est quelque chose qui n'a pas été poursuivi, heureusement pour nous. Alors une autre malformation osseuse qui est aussi une hypoplasie, c'est c'est l'hypoplasie fémorale. Donc là, c'est pareil sur un même chat. Vous pouvez voir que de ce côté-là, hop, de ce côté-là, c'est normal. Et vous voyez que c'est à ce niveau-là. Donc, on a une absence ou une insuffisance de l'un des os fémoraux. C'est extrêmement rare. On a très très peu de cas documentés là-dessus, malheureusement. Et la dernière qui peut être impressionnante pour certains, moi ça me dérange pas trop, mais certaines personnes peuvent être impressionnées. Je préfère vous le dire, c'est, je sais pas, je vous la mets en tout cas. C'est l'ectoplasie. Elle veut même pas venir. C'est l'ectrodactylie, pardon. Ce sont des pattes en forme de fente. On les appelle les lobster claws aussi. C'est également répertorié chez les chats, il faut le savoir aussi donc. Mais comme pour les autres anomalies, on n'a quasiment aucune donnée sur cette forme de... Et là, on voit qu'en fait, la patte, il n'y a quasiment pas d'os, en fait. C'est juste fondu. Oui, c'est les crabes, bravo. On appelle ça les chats crabes. La prévalence, en fait, ce qu'on sait sur ces malformations pour l'instant, on ne sait pas grand-chose.
On sait qu'il peut y avoir 2,8% de chatons sur la population mondiale touchés, mais on n'en est pas sûr vraiment. On pense que c'est des anomalies congénitales. Il y a très peu d'études sans spécification de type. C'est pas inhérent à certaines races comme la polydactylie, hein. Ça peut toucher tous les chats, absolument tous les chats. Combien de chats polydactyles et davantage encore de Maine Coon présenteraient des anomalies comme la syndactylie ou le twisty cat? Ça, twisty cat, on sait qu'il y a eu des Maine Coon twisty cat avec des pattes un petit peu déformées. Ça reste quand même assez rare et c'est vraiment quelques cas très peu nombreux et qui sont vraiment très isolés où ça a été des portées assez spécifiques, hein. La syndactylie, quant à elle, bien que documentée dans un rapport avec le rapport où il y a eu une portée entière qui a été où il y avait des chatons syndactyles, elle reste pareil, c'est que des estimations. Le twisty cat, on a quelques anecdotes qui circulent, mais sans données épidémiologiques. Oui, c'est impressionnant. La dernière est assez impressionnante, c'est pour ça que je vous l'ai dit. Je vais peut-être la... Ouais, non, ça va. C'est une patte de chat, ils vont pas m'embêter. Quant à la polydactylie en général, chez le Maine Coon, on sait que on parle de 40% historiquement de Maine Coon polydactyle à l'origine de la race, mais ça repose plus davantage sur des récits. On sait qu'il y avait une étude qui avait été menée dans les années 70 par une école vétérinaire qui, elle aussi, confirmait 40%, mais on n'a pas de chiffres sur quoi s'appuyer. Ce que je veux vous expliquer là, en fait, c'est qu'en fait, toutes ces anomalies au niveau des formations de pattes ou d'ossature ou de doigts, en fait, au final, euh, elles sont rarissimes, sous-déclarées, on n'en parle pas, c'est surtout ça, ou les deux à la fois. Et il y a une espèce de zone d'ombre qui mérite quand même d'être soulignée sur surtout les quatre formes autres que la polydactylie. La polydactylie commence à être un petit peu plus écoutée. Mais on n'a quasiment rien sur ces formes. Donc il y a quand même des photos, donc on sait que ça existe, mais je pense qu'il doit y avoir un petit peu plus que ce que l'on sait en fait. C'est ce que je voulais vous dire. Oui, 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 je pense que c'est des gènes récessifs qui doivent traîner, hein. Je vous ai fait quand même un tableau pour ces anomalies. C'est pareil, hein, le PDF il sera demain en ligne. Vous pourrez le récupérer comme d'habitude via le lien, comme pour le premier, sur le compte Campsite. Je vous ai fait donc un tableau résumé avec les malformations, la description, la prévalence estimée, si c'est rare ou fréquent. En général, c'est plutôt rare, hein. Les conséquences sur l'animal. Vous êtes à 34 000, vous êtes assez extraordinaire. Vous pouvez continuer à tapoter de fou, je pense qu'on va encore battre le record. Vous êtes formidable. Et les conseils éthiques. Le conseil éthique est simple, c'est que quand on tombe sur des malformations comme ça, on sort. On sort de l'élevage. On ne reproduit pas avec un animal qui a de telles malformations. Donc, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que ce sont des formes pathologiques, elles sont réellement rarissimes ou sous-déclarées, ou les deux à la fois. Et donc ça laisse une zone d'ombre et ça montre un petit peu aussi ce qu'on va voir pour la polydactylie un petit peu plus tard. Alors, observer un chat polydactyle, c'est fascinant, hein. Je vois qu'il y en a beaucoup entre vous qui ont des chats polydactyles, d'après ce que j'ai pu voir dans les commentaires. Alors, je lis pas toujours vos commentaires. Je ne vous l'ai pas dit au début du live, je suis désolée. Je lis pas toujours les commentaires, mais vous avez Maine Coon qui est là, qui va vous faire un petit coucou, qui est notre modérateur ce soir. Et vous avez Couette de Chat, notre seconde modératrice, qui en général essaye de lire vos commentaires et ils vont les épingler ou ils m'en reparleront un petit peu plus tard. Voilà. J'avais oublié de dire ça. Pardon. Alors on repart sur la polydactylie, du coup, le sujet qui nous intéresse ce soir. Observer un chat polydactyle, c'est fascinant, mais voir une patte de polydactyle en radiographie, vous allez voir, c'est autre chose, hein, c'est encore plus fascinant. Parce que on croit bien que la patte est bien formée, que tout est en place, qu'il n'y a pas de souci quand on touche ou qu'on voit la patte du chat. Et en fait, quand on fait une radio, c'est pas toujours comme ça que ça se passe. Oui, désolé. Oui, ils vont pas épingler tous vos commentaires, hein. Ils vont épingler ceux
ce à quoi voilà, ils estiment que je dois répondre et voir, comme je ne lis pas toujours vos commentaires. Mais ils font un travail formidable, il faut tapoter pour eux aussi, pour les... Oui, oui, parce qu'après je pars dans des digressions et puis le live dure 4 heures. Ça, on vous l'a pas annoncé au départ. Ça peut arriver que ça dure assez longtemps. Du coup, pourquoi faire une radiographie? Eh bien, simplement pour vérifier le squelette et comment la pâte est formée et ancrée dans votre chat polydactyle. Parce qu'en fait, l'œil peut se tromper, parce qu'un doigt qui est apparemment fonctionnel peut reposer sur un os rudimentaire ou tordu, parce qu'un doigt inutile peut cacher une structure intégrée avec une articulation complète au final. Parce que ce qui compte, c'est pas ce qu'on voit, c'est ce que le chat va ressentir au final. C'est pas nous, c'est pas son nombre de doigts, c'est pas waouh, il a plus de doigts que la normale. Non, ce qui compte en fait, c'est que le chat soit bien dans ses pattes, qu'il n'ait aucune souffrance, parce qu'il peut y avoir de la souffrance avec la polydactylie quand même. C'est très rare. Ce qu'on va voir ce soir, c'est la plupart du temps, ça se passe bien, la polydactylie, il n'y a pas de souci. Ça, je vais quand même vous le répéter. Mais parfois, ça peut mal se passer. Et dans ces cas-là, c'est l'animal qu'on doit prendre en compte et c'est plus l'humain qui veut voir des belles pattes et le seul moyen pour ça, c'est de faire des radios en fait, hein. Ce qu'on peut découvrir avec des radios, non, les premiers Maine Coon étaient polydactyles. C'est arrivé avec les bateaux et le Maine Coon est arrivé par bateau, enfin le Maine Coon. Les chats qui ont servi à créer les Maine Coon en fait sont arrivés par bateau et dans ces bateaux-là, il y avait des marins anglo-saxons. T'as raté le live de la semaine dernière, Aslan. Il y avait des marins anglo-saxons qui adoraient les chats de gouttière polydactyles. Il y en a énormément en Angleterre, hein. Il y a beaucoup de chats de gouttière polydactyles. Et ils les ramenaient en bateau parce que ça leur portait chance. Et du coup, mais j'ai beaucoup de polydactyles. Il faut juger au cas par cas. Il ne faut pas faire des radiographies systématiquement, domaine d'Urco. Moi, je ne fais pas des radiographies à tous mes polydactyles. Et voilà, ça fait 15 ans que j'ai des polydactyles. Donc, non, 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 tu fais pas des radios. De toute façon, si tu as un bon vétérinaire, il va t'aider à palper les doigts. Et même toi, si tu élèves depuis longtemps, on est censé, au bout d'un moment, en fait, ressentir et appréhender la patte du chat et savoir si la pâte est normale ou pas en fait. Après, ça peut être trompeur des fois, mais normalement, on arrive plutôt bien à le savoir. Donc, il peut y avoir des structures flottantes, on va voir, des cartilages avec aucune ossature, ou des cartilages ou des ossatures qui ne sont pas connectées au squelette aussi, ça on va voir en radio. On peut avoir des fusions osseuses anormales, des doigts soudés comme dans la syndactylie, ce que je vous disais, on va le voir ça aussi, ou implantés l'un dans l'autre. Des doigts présents mais pas articulés, figés comme des échardes en plein milieu d'une patte, hein, ça aussi on va voir. Faire une radio, c'est pas médicaliser à outrance, justement, domaine d'Urco, c'est choisir de comprendre ce qu'on va transmettre à l'animal, en fait, ce qu'on va laisser transmettre. Un doigt non ossifié, mal relié ou flottant, ça peut être asymptomatique ou pas. Oui. Ça y est, je me suis perdue. Je lis plus vos commentaires pendant 2 minutes. Ça peut devenir une zone de frottement aussi, de douleur ou d'usure prématurée, selon la position dans laquelle les doigts vont se retrouver formés. Vous pouvez avoir des doigts qui sont mal formés, qui vont pas être pour la marche, ils seront gênants en fait. Ça aussi, on va le voir un petit peu après. On ne fait pas une radio pour dramatiser, on le fait pour anticiper, pour apprendre et pour respecter aussi l'animal, hein. Euh, on va mettre la première radio, c'est une radio de patte arrière, hein, et vous avez toutes les formes de polydactylie. Pour les pattes arrière, j'entends. On différencie, en fait, on essaye de faire des différences avec les radios entre des doigts fonctionnels ossifiés, des doigts volants ou flottants, pardon, ou des doigts cartilagineux. En fait, c'est à ça que va servir les radios. Des cas aussi où vous avez une griffe et pas de doigt, des cas où vous n'avez pas de doigt et une griffe, ça aussi vous le verrez, et vous verrez que ça mène à rien avec une radio.
Ça, c'est plutôt, on verra que le doigt ossifié, il n'y a pas d'articulation réelle et ça peut être un danger fonctionnel aussi pour l'animal. On- la polydactylie impacte quand même la structure de l'animal quand il marche. Alors, autant ça ne peut pas provoquer une maladie osseuse, autant ça peut par contre provoquer des soucis au niveau de la démarche et des tendons. Donc, c'est pour ça qu'il faut quand même regarder comment la patte est formée, le savoir, en sachant que dans 95% des cas, la patte devrait être normale. Il resterait à peu près 5-10%, enfin, entre 90, il resterait 5-10% où vous pouvez avoir des problèmes atypiques sur des formations de pattes de polydactyle. On est parti. Donc là, vous avez, je reviens avec vous, tout à fait à gauche. J'ai reconnu ma gauche. Tout à fait à gauche, vous avez une patte arrière normale. Ici, il y a un léger ergot à côté du métatarse, c'est ce qui est noté. Les radios sont issus, ça aussi, je vais vous en parler après. Là, vous avez donc une patte arrière avec 5 doigts et là avec 6. Et je ne sais pas si je peux vous le mettre plus grand, si... Ce qu'on peut voir sur cette patte arrière, c'est qu'elle est super bien formée en fait. Là, vous la voyez mieux. Hein. Ouais, je me suis pas mis sur le bon truc. Là, si vous regardez bien, la patte est très bien formée, toutes les phalanges sont en place, toutes les griffes, tout est bien en place. Vous voyez bien là, c'est très bizarre. Pour moi, ça s'est mal mis, mais je ne sais pas vous. Alors, toutes ces radios, ça aussi, c'est à noter. Quand même, vous l'avez marqué en bas ici, hein, d'après Danforth 1947. C'est pour ça que je vous disais que si il y en a qui vous disent qu'ils ne peuvent pas connaître la polydactylie ou ils ne peuvent pas se renseigner, voilà. C'est une étude d'un vétérinaire en 1947 qui fait encore référence à l'heure actuelle. La polydactylie est très peu étudiée, mais en 1947, il a déjà démontré que la polydactylie n'était pas une malformation, elle n'était pas une tare. Donc voilà. Déjà ça, c'est plutôt pour tous ceux qui vous diront l'inverse. Vous pourrez leur dire qu'en 1947, on savait déjà que la polydactylie n'était pas une tare. Contrairement à ce qu'on entend encore en 2025. Mais je ne vais pas m'étendre sur le sujet, n'est-ce pas Cyril? On va être sage aujourd'hui. Oui, non, mais Domaine Durco, mais ça date de 1947. C'est un... Ouais, je suis zen. C'est Domaine Durco qui m'a lancé. Quand on voit sur certains groupes Facebook ce qui se dit, moi je suis désolée, 1947, ça fait 80 ans qu'on sait que c'est pas une tare. Et on le dit encore à l'heure actuelle. Donc moi je trouve ça quand même assez fabuleux de la part de certains éleveurs qui n'aiment pas la polydactylie en fait. Ça c'est autre chose. Alors on va démarrer avec un doigt ossifié complet. Là vous avez, c'est marqué dessus, hein, c'est un chat de 17 mois et demi. Non, c'est le chat numéro 17, il a 5 mois et demi, pardon. En expo Domaine Durco, j'en ai parlé la semaine dernière, moi je trouve ça aberrant parce que c'est pas... Si on lit bien le standard, c'est pas marqué en défaut, hein, la polydactylie. C'est marqué en refus de titre. Je sais pas si... pour moi, c'est limite aberrant parce qu'en fait, du coup, ça veut dire que le LOF ne considère pas ça comme une tare, mais il refuse de lui donner des titres. C'est pas logique, c'est pas... voilà. C'est pas... Mais ça, c'est un long débat. Hein. C'est un long débat qu'il faudra avoir, mais le LOF est en retard sur pas mal d'autres clubs de race, pas clubs de race, d'autres clubs félins pour ça en tout cas. Donc là sur la radio, du coup, vous avez un chaton de 5 mois et demi, polydactyle avec un doigt surnuméraire de taille normale. Vous le voyez, il est marqué par la flèche. Hein, et là, vous pouvez voir que tous les doigts, et la plupart du temps, ça doit se passer comme ça. Sur vos chatons polydactyles, si on faisait une radio, ça devrait se passer comme ça. La patte du chat, les doigts doivent être comme cela.
Là, on a tout qui est bien formé, on a le bon nombre de phalanges, les articulations sont en place, tous les doigts sont fonctionnels. Et là, on est sur un chat qui peut vivre sans aucun souci et qui aura vraiment aucun problème. Il est solidement intégré au métacarpe. Hein. Il faut que je me remette avec vous. Il est solidement ancré au métacarpe, on peut le voir là. Il est plutôt bien en place, il est bien fait. Le chat peut s'appuyer partiellement, mais il n'a pas la mobilité. Non, pardon. Le chat peut marcher correctement. Et tout se passera bien. Et là, vous êtes vraiment sur un chaton avec une patte polydactyle normale et tous les doigts. Donc, il faut bien retenir comment c'est fichu, parce qu'on va passer aux suivantes et vous allez voir les différences. Là, on monte un petit peu d'un degré, on va voir un doigt semi-formé. Alors, ouais, j'aurais peut-être dû les mettre côte à côte. Je ne sais pas si vous vous rendez trop compte. En fait, c'est plus court. À ce niveau-là, c'est plus court que celui qu'on a vu avant. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Je ne sais pas si on peut. Hop. Le doigt est pas totalement, il fait pas la bonne taille en fait. L'os est un petit peu plus court, donc du coup le doigt va être légèrement décalé. Donc le chat peut s'appuyer, c'est là où j'avais sauté, le chat peut s'appuyer de façon partielle sur ses articulations, mais il n'a pas une mobilité réelle au niveau de ce doigt-là. Hein. Les autres doigts, il n'y a pas de souci, hein. C'est juste au niveau qui est semi-formé qu'il aura des problèmes pour... Ouais, c'est faible la différence, mais elle y est quand même. Ça ne le gêne pas, hein. C'est pas tout le temps que ça va le gêner, ça va le gêner de temps en temps, ça peut le gêner s'il s'appuie, mais pour une préhension de certains objets, ça va être plutôt un type moufle, hein, évidemment. Ce ne sera pas un type hamburger, vous l'aurez bien compris. Mais ça peut le gêner quand même pour vivre, mais pas la plupart du temps. On est vraiment sur une forme atypique qui est pas très dangereuse. Enfin, qui est pas très dangereuse, qui nécessite pas plus de surveillance que ça. Il faut le savoir, mais c'est pas non plus une catastrophe. Après, c'est là où c'est un petit peu plus, ça commence à être plus gênant. On va avoir un doigt flottant, on le voit plutôt bien en plus. Hop, il est ici. Vous voyez qu'il est rattaché absolument à rien. Ça, c'est gênant par contre. Ou ça peut le devenir. Alors, parfois, ce qui peut se passer, c'est que si c'est que du cartilage, il y aura une ombre floue, mais on verra pas. Là, bon, là ça va parce qu'on a un os, mais des fois ça peut être que du cartilage. Oui, ça s'opère, domaine d'Urco. On peut le faire enlever. Bah, il vaut mieux. Mais encore faut-il le savoir, tu le sais pas toujours en fait. Hein. C'est pour ça que je vous dis que les radios, ça peut être important quand même. Mais oui, il faut retirer. Si possible, il faut retirer. Ce type de doigt, en fait, il peut frotter à ce niveau-là. Vous voyez, ça peut apporter quand même une espèce de douleur à l'animal, hein, quand même. Il peut se blesser, ça peut gêner aussi sans qu'on le voit au premier regard. C'est pas quelque chose qu'on va voir quand on regarde la patte, hein, parce que ben, hop, la patte elle va être par là, hein, enfin, ça va être comme ça va faire un gros doigt, mais on pourra pas systématiquement le sentir ou le voir. Ça se verra vraiment qu'à une radio. Hein. J'avance trop vite du coup. Après, on a les fusions ou les malformations osseuses. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous vous rappelez les radios de Sandactyli. On est quasiment, vous voyez, sur le même... hop là, sur la même chose. Hein. Ces deux doigts. Alors, c'est l'inverse en fait. Si vous vous rappelez tout à l'heure, la Sandactyli, vous aviez deux doigts et ça se rejoignait à ce niveau-là. Ici, c'est l'inverse. C'est un doigt qui se sépare en deux. De pathologie. On parle de pathologie. Ou de forme atypique. Parce que même dans ce cas-là,
Je crois que je vais lui ouvrir la porte parce que il va finir par nous foutre un bordel de pas de fou. Ils partagent la même base à ce niveau-là, mais si donc tu as un seul os qui est relié à la main, mais si les deux phalanges sont plutôt bien, là on voit pas trop celle-ci, mais si les deux doigts sont articulés, ça posera pas plus de problèmes que ça en fait. Hein. Tu es sur une forme atypique, mais qui peut être fonctionnelle. Et des fois, non, elle peut ne pas être fonctionnelle. Alors celle-ci, on voit pas trop, mais la suivante, c'est la même chose. Hein. Mais on voit un petit peu mieux. Donc même base, mais deux doigts qui partent de la... Hop. Un doigt, pardon, deux doigts qui partent de la même base. On va y arriver. Ça peut... Si le doigt est mal positionné, c'est pareil. Hein. Si le doigt est mal positionné à ce niveau-là, comme là, il est un petit peu trop... Il faudrait voir la patte en vrai. En fait, quand tu fais des radios, il faut voir la patte en vrai. Et ça, j'ai pas les photos. La patte en vrai et la patte en radio. Là, à mon avis, ça peut poser souci parce que c'est très près quand même des os de l'autre patte. Hein. Il y a tout à l'heure, on parlera d'un chaton où le doigt flottant s'est ossifié entre deux doigts. Donc ça aussi, à faire attention. Hein. C'est pour ça que les radios, on peut, enfin, les radios, c'est quand même, quand on a un doute, il vaut mieux faire une radio. Ça va plutôt vite et au moins ça rassure en fait. Ça montre on peut pas tout deviner à l'œil nu en fait. Hein. Que c'est pas la forme hamburger ou moufle qui va compter en fait, c'est ce qu'il y a en dessous. Et dans le doute, quand on sent quelque chose de pas trop normal au palpé, de la patte et des doigts, il vaut mieux voilà être sûr. Après, votre vétérinaire peut vous rassurer aussi parce que bon, il a un meilleur palpé que nous. Mais une radio, c'est simple et ça va rassurer totalement et on verra comment la pâte est construite en fait au final. Et c'est ce qui est le plus important. Alors, on va prendre juste un petit moment avant de passer à la suite pour se poser la question, qu'est-ce que cela signifie vraiment pour le chat? En fait, c'est ça. Oui, entre un chaton et un adulte, ça peut mal évoluer, tout à fait. Tout à fait. Il peut être beaucoup moins à l'aise, beaucoup moins... il va grandir en fait, tu peux avoir des soucis, c'est ce que je disais, attention, la patte, c'est toute l'ossature derrière, hein, ça porte tout. C'est comme nous avec les pieds, hein, tout est posé sur... Bonsoir Cassis. Tout est posé sur les pattes, donc si les pattes, bah, c'est pas top, c'est fichu en fait si la patte est mal positionnée. Si les doigts sont mal positionnés, tu peux avoir des aplombs, on va les voir après, mais complètement tordus. Tu peux avoir des tendons qui vont être hyperlaxe ou au contraire trop tiré. Donc bah, ça va changer la façon dont va marcher le chat. Comme ça va changer la façon dont le chat va marcher, ça va changer toutes les articulations au niveau des épaules. Et donc tu auras des animaux à terme qui seront sûrement arthrosiques ou pire. Donc oui, c'est important. Qu'est-ce que ça change vraiment pour le chat de voir ses radios et de voir sa patte? Mais en fait, c'est le curseur, il faut le mettre, voilà. Tant que l'animal, il n'y a pas de souffrance détectée chez l'animal, qu'il vit normalement, c'est pas un problème. Du moment que ça atteint la structure de l'animal, la structure, voilà, sa façon de marcher, sa façon de vivre, hein, ça peut modifier sa façon de vivre quand même certaines formes atypiques. Donc quand ça touche à ça, faut faire une radio, faut se poser et faut voilà envisager ce que je disais à Domaine Durco ou même à Cyril, une opération et enlever les doigts surnuméraires. Ça c'est pas un problème. Enfin ça doit pas être un problème en fait. Et surtout pas pour un éleveur. Plus la chirurgie sera faite tôt, plus la cicatrisation sera rapide. Alors oui, il faut garder les chatons un petit peu plus longtemps, certes, mais plus la cicatrisation sera rapide et plus l'animal reprendra une vie normale. Donc dès que vous le voyez, donc c'est pour ça, c'est important. Qu'est-ce que ça signifie vraiment pour le chat? Ça signifie que quand vos chatons naissent, bien vérifier, et c'est ce que je disais dans le dernier live, en fait, au final, si on regarde les doigts d'un chaton qui vient de naître, on voit beaucoup mieux que sur des chatons
qui ont déjà grandi, hein. Ça va pour vous? On atteint les 60 000 à l'air de rien. Vous parlez plus. Vous êtes tous endormis. Donc c'est Aslan qui avait raison. J'ai une voix trop douce, j'endors tout le monde. Là, je vous ai mis quand même, voilà, en visu, parce que ça, moi, j'ai eu le cas, en fait. Sur YouTube, il sera mis sur YouTube, Domaine Durco. Il y a le lien dans ma bio. Pour l'instant, il y a juste l'histoire du Maine Coon, mais le premier live va être rajouté dessus et dans la foulée, il y aura celui-là qui le rejoindra. Donc comme ça, vous aurez les deux lives sur la polydactylie en ligne. Et il y a les PowerPoint, ça là. En fait, les PDF, pardon. Les PDF sont mis aussi en ligne sur le site, sur mon site comme site, où tu peux les récupérer via le lien. Voilà. Donc là, vous avez cette radiographie-là. En fait, c'est la patte de ce chat-là. Donc, vous voyez que ça se voit absolument... merci à toi d'être passé. Vous voyez que ça se voit absolument pas en visu, en fait, hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, l'œil peut se tromper. Détecter un risque fonctionnel invisible, c'est compliqué quand vous avez une patte comme ça et qu'en fait, à l'intérieur, c'est ça. Donc, voilà, c'est là où il faut faire attention à ce qu'on fait, à ce qu'on se transmet. C'est très important. Du coup, on va parler des aplombs et des répercussions posturales à cause de la polydactylie. Enfin, à cause des formes atypiques. Pas à cause de la polydactylie. Excusez-moi, je dis n'importe quoi. Quand vous avez des doigts atypiques, ça peut jouer donc sur le squelette et les chats peuvent prendre une mauvaise posture. Alors attention, hein, vous pouvez tout à fait avoir des problèmes d'aplomb sur un chat non polydactyle, hein. Ça aussi, hein. C'est pas spécialement lié, mais voilà, un doigt surnuméraire mal positionné peut provoquer des problèmes d'aplomb. Et c'est ce qu'on observe parfois. Alors, vous voyez là, elles sont ouvertes vers l'extérieur, les pattes, dans les deux cas. C'est le même chat là, hein. Là, vous l'avez posé et là, en train de marcher. Donc, vous voyez vraiment, je sais pas si, hop, là, il est posé en fait sur le canapé et là, il marche sur du carrelage et vous voyez que ici, à ce niveau-là, c'est pas du tout bon en fait, hein. Vous avez une autre photo. Pareil, pattes vers l'extérieur. Vous pouvez avoir aussi des pattes vers l'intérieur, hein. En fait, la ligne d'épaule en fait va se retrouver déviée à cause des aplombs et à cause d'une mauvaise posture de la patte. En fait, c'est quand la patte se pose mal sur le sol, vous allez avoir une modification des aplombs. Ça va monter jusqu'à l'épaule, hein, et ça va légèrement dévier au niveau de l'épaule. Ce qu'on peut voir sur ces chats-là, c'est une démarche un petit peu ralentie, des chats qui montent un petit peu plus mal sur certains objets. Donc là, vous voyez qu'on impacte quand même la vie de l'animal. Donc c'est là où je vous dis qu'il faut vraiment faire attention. Il faut savoir placer le curseur en fait, jusqu'où on va, jusqu'où on accepte. C'est pas des anomalies qu'on verra à l'œil nu, elles vont se voir petit à petit et au fur et à mesure. Donc du coup, il faut vraiment vraiment que les éleveurs fassent très attention sur leurs chatons dès qu'ils sont tout petits. Voir comment ils positionnent leurs pattes, comment ils jouent ensemble, comment ils marchent. Après, je répète, c'est des cas rarissimes. On est entre 5 et 10%, pas plus. Alors sur les problèmes d'aplomb et de tendons, c'est encore moins. Vous allez avoir d'autres soucis dans les 5 et 10%. Il n'y a pas que les aplombs, hein. Mais les aplombs, il faut vraiment faire attention à ça parce que je trouve qu'il y en a de plus en plus. Enfin, moi, on m'a plus envoyé des photos de problèmes d'aplomb sur des chats polydactyles qu'autre chose quand j'avais demandé des photos à tout le monde, hein. Alors c'est pour ça qu'il ne suffit pas d'observer la patte, ne pas hésiter à faire appel aussi à un ostéopathe, évidemment, pour aider tout ça.
Et on voit de l'autre côté que ça peut aussi jouer sur les tendons, du coup, comme l'épaule est étirée et déviée de son axe. La présence de doigts surnuméraires, elle n'impacte pas sur, au final, l'ossature et la posture, mais elle peut aussi modifier toute la dynamique de la patte. Donc ça va jouer sur les tendons qui pourront être soit hyper laxes, soit trop tendus. Et c'est pareil, ça ne favorisera pas une bonne marche. Vous aurez sûrement des micro-inflammations chroniques au niveau des tendons, avec des sensibilités à la base des doigts, au poignet et du carpe notamment. Et sur du long terme, ben, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire une altération du mouvement, avec des compensations musculaires quand le chat va marcher ou sauter. Et du coup, bah, après, vous allez avoir des soucis, ça va débouler sur des soucis osseux comme de l'arthrose et autre chose. Dans ces cas-là, franchement, ne pas hésiter à avoir un ostéo. Ils peuvent faire des merveilles, hein. Si vous avez un bon ostéo, ils peuvent faire des merveilles sur des chats qui ont des problèmes d'aplomb comme ça. Vraiment énormément les soulager, hein. L'alignement des pattes, en fait, vous pouvez avoir ce que je vous disais. Vous pouvez avoir soit la patte alignée normale d'un chat, soit ce qu'on a vu là, toutes les photos, ça part, c'est ouvert, ça part vers l'extérieur, ou la patte fermée, où ça rentre vers l'intérieur, hein. Vous pouvez avoir aussi un petit peu les deux pieds qui rentrent à l'intérieur. Alors sur les grandes races, ça peut être dû à la croissance aussi, hein. Ça, il faut faire attention, aussi en chien. Donc les tendons aussi qui vont être mis sous pression au niveau de la patte, hein. Ça, il faut faire attention. Ça peut entraîner des tensions excessives, de l'hyperlaxicité, ce que je vous disais tout à l'heure, hein. Et à terme, des démarches pas normales et des micro-inflammations qui peuvent être douloureuses pour l'animal. Donc vraiment, bien observer vos animaux. J'étais plus vite que d'habitude. Vous m'avez pas trop interrompu, ça va, hein. Vous êtes sage. On arrive déjà au terrain. Donc on va avoir nos photos qui vont bientôt arriver. La première, ça va, elle est plutôt cool. C'est un chaton, donc on voit rien, donc ça va aller. Tout va bien se passer. Je ne sais pas si Marie est encore là. Elle est encore là. Bientôt, il faudra fermer les yeux, Marie. Alors, ce que montre le terrain, les éleveurs et les gens qui ont des Maine Coon, ben, on a parlé des formes visibles le dernier live. On a parlé des formes invisibles ici. Oui, je te dis, je te dis, ferme tes yeux. On a parlé des formes invisibles, mais maintenant on va parler de ce que nous, éleveurs, on peut voir ou vivre. Il n'y a que 3 cas, hein. J'ai pas réussi à en avoir plus. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Parce que les chats, en fait, ils vivent pas dans des livres, ils vivent pas sur des belles photos. Et c'est là que commence la vraie question. Qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je choisis d'en faire, en fait, au final de cette polydactylie? Alors, je sais que Marie n'aime pas du tout cette photo. Moi, j'adore. Je trouve qu'elle a de trop belles pattes. Alors, dans ma chatterie, là, vous avez une magnifique petite famille. Vous avez le papa. Vous avez le papa qui est ici, c'est celui qui gratte de façon folle à ma porte. La maman et ce magnifique petit chaton qui est qui a l'air tout cool. On le verra plus tard, lui, hein. Ce que je vous partage maintenant, c'est pas écrit dans des livres, hein, c'est ce que moi j'ai vu. Et ça peut répondre à une partie de ce qu'on a parlé au début de ce live avec le gène à pénétrance incomplète. Ça, c'est un chaton qui est parti en repro, hein, qui était polydactyle à une seule patte. C'est là où c'est rouge, hein. Il était polydactyle à cette patte-là. Il avait un doigt qui était assez haut. Il se trouvait à peu près à cet endroit-là, hein, son 6e doigt. Et du coup, en fait, la première semaine de vie, le doigt est tombé. Il a séché, il est tombé parce qu'il était non ossifié. Donc le chat n'est pas déclaré comme étant polydactyle puisqu'il n'a pas de polydactylie. Le doigt surnuméraire est tombé. Mais génétiquement, il est polydactyle. Il est parti en élevage. Et donc ce chaton, maintenant, enfin on le sait tous, bon, l'éleveuse était avertie, hein, que le doigt était tombé, mais ce chaton a donné naissance à des chatons polydactyles. Mais c'est un chat non polydactyle. Vous me suivez?
Donc l'étude de 2024, est-ce qu'elle a été faite sur des chats comme ça? Je ne sais pas. Ça peut être des choses qui passent inaperçues auprès des éleveurs en fait. C'est vraiment une petite boule hein, qui va sécher et tomber dans les 2, 3 premiers jours de vie, maximum une semaine. Ça peut passer totalement inaperçu, mais bah, le chat était polydactyle en fait. Mais ça a disparu. Donc la pénétrance incomplète, moi, il n'y a pas encore assez d'études et pas assez de retours. Moi, j'ai quand même des doutes là-dessus. Je suis assez franche avec ça. Moi, je pense plus que ce sont des cas comme ce chaton-là. Et je sais que bah, elle n'est pas là ce soir, mais il y a Séverine a eu le même cas dans son élevage. On en a parlé la semaine dernière. Il y a Marie qui est ici qui a eu le même cas. Donc voilà, ça reste quand même voilà, pas fréquent, mais ça arrive. Ça arrive régulièrement. Alors moi, dans mon cas, moi, c'est quand même assez particulier parce qu'il était polydactyle qu'à une seule patte. Normalement, ils sont plus souvent polydactyles à deux ou à quatre pattes. Donc du coup, ben, vu que ben, un seul ergot, il avait qu'un seul doigt supplémentaire et que c'est tombé, du coup, il s'est retrouvé non polydactyle alors que qu'il aurait dû l'être si il avait eu plus de pattes polydactyles. Mais c'est le genre de chatons qui peuvent tromper toute une étude complète. C'est là où je voulais en venir. Donc ça c'est pareil, c'est à observer dès les premières semaines, enfin dès les premiers jours de vie, ce que je vous disais, bien observer la patte du chaton, comment elle est ossifiée, comment elle est construite. Non, mais non parce que c'est variable, l'expressivité est variable. Ces chatons sont polydactyles, ils ont été polydactyles à deux et quatre pattes, tu vois. Alors que lui était polydactyle à une patte. C'est pour ça que tu as beaucoup d'éleveurs qui essayent de marier des moufles ensemble pour être en étant persuadés de fixer la forme moufle, mais c'est absolument c'est idiot parce qu'on le sait depuis très longtemps et c'est complètement aléatoire. La forme des pattes et le nombre de doigts est aléatoire. Et il n'a pas du tout donné, non. Et ces chatons sont polis tout à fait normaux. Ça, c'est un petit truc atypique, mais alors lui, il n'a pas eu de bol parce que je vous dis, il était vraiment polydactyle qu'à une seule patte, mais dans les premiers jours de vie, alors déjà d'une, on voit très très bien comment les doigts sont formés, et de deux, ben, il faut bien observer parce que vous pouvez avoir comme lui des doigts non ossifiés qui vont sécher et tomber assez rapidement en général. Et ça fait un petit bouton en fait, hein, ça fait même pas un doigt, hein. Ça fait vraiment comme une verrue, voilà, ça fait plus comme une verrue au niveau de la patte. Et ça sèche et ça tombe. Le second, je regarde. Non, ça va. Tu peux rester encore un peu, Marie. Le second, c'est celui que vous avez vu couché sur le lit. Il est un petit peu plus grand. En fait, il avait un doigt flottant à ce niveau-ci. Et le doigt flottant s'est ossifié entre deux doigts. Ce qui a fait que ça a provoqué une espèce de V, de A plutôt. Ça faisait un A. Et du coup, il avait son pouce qui touchait tout le temps le sol quand il marchait. Donc c'était vraiment c'est pareil, je m'en suis aperçue assez vite, hein. De toute façon, on le voyait assez vite. Donc, sa démarche était bancale du côté où le pouce passait en dessous de la patte. Parce que de toute façon, il ne pouvait pas le déplacer autrement puisque l'os bloquait entre deux doigts. Donc, il n'y a qu'une radio qui a permis de le voir. On voyait bien qu'il y avait quelque chose de pas très normal au toucher avec la vétérinaire. Mais on ne savait pas ce que c'était. Et c'est uniquement à la radio qu'on l'a vu. Et en fait, la jonction entre les deux doigts ce qui a bloqué les deux doigts en position ouverte, c'était semi-cartilagineux. Marie, tu peux fermer tes yeux. On va voir, voilà, on va voir la fin de l'opération, juste après l'opération en fait, hein. On lui a enlevé du coup la totalité du doigt surnuméraire, plus le doigt flottant et l'ossification cartilagineuse qui s'était mis en place. On a tout enlevé, on a essayé de tout enlever avec la vétérinaire. Donc en fait, il est redevenu non plus, enfin, alors lui, par contre, en revanche, était polydactyle aux quatre pattes, donc maintenant, il est polydactyle à trois pattes. C'est bon, Marie? Je peux mettre la photo? Nous avons une âme sensible dans le public, donc voilà. Je préfère l'avertir. Bah oui, je pense qu'elle répond plus, donc on y va. Ça, voilà, c'est juste après son opération. Donc on voit que bah, le problème osseux qui était non visible, mais qui provoquait des difficultés à la marche, bah, a amené à l'ablation du doigt. Il ne faut pas hésiter hein, sur des cas comme ça. Euh, Il ne faut pas hésiter sur des cas comme ça à prendre la bonne décision. Euh, alors ça n'a pas l'air très joli, mais en fait, ouais, ça j'avais expliqué déjà. On a cicatrisé avec du miel, hein, c'est pour ça que c'est pas, ça reste toujours poisseux quand vous faites avec du miel. Et puis en plus là, ça s'était mal mis. Là, on était chez le vétérinaire. On peut reconnaître les très belles tables de vétérinaire en dessous d'ailleurs. On a dû refaire un petit peu à ce niveau-là parce qu'il s'était rouvert.
Enfin, c'est des endroits compliqués à cicatriser, surtout quand on a des chatons en face, hein. Ils vont dans la litière, ils bougent, voilà. Donc c'est des endroits qui sont plutôt sensibles et c'est pour ça que je vous dis, plus vous le voyez tôt, plus l'opération se passe tôt et mieux c'est pour eux en fait au final. Et là, c'est ce chaton 4 mois plus tard. Donc totalement bien dans ses pattes, qui peut marcher correctement et qui a plus aucun souci. Donc ce que je vous disais au début du live, ça fait 15 ans que j'élève des polydactyles et c'est voilà les deux soucis que j'ai rencontrés, plus le troisième qui arrive et voilà. Donc c'est pour vous dire que c'est pas non plus voilà des cas c'est pas non plus hyper fréquent quoi. Ça peut arriver mais c'est pas fréquent. Ça c'est une de vous qui m'a donné les photos de son chaton. Donc voilà ce petit chaton magnifique polydactyle. Et je la remercie. Moi j'ai eu le même cas, hein, euh, qu'elle. Et je pense que plus ou moins pas mal de personnes ont dû l'avoir, hein, ce cas-là. Ouais, elle est trop mignonne. La voici adulte, la demoiselle. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que elle avait un doigt où il y avait on est contre. Ouais, désolé. On est restreint pendant 10 minutes. Donc, juste, je fais ma contestation comme d'habitude. Ils ont mis plus de temps que d'habitude à nous restreindre. Oh, mais ça va continuer en fait, hein. T'adores quoi, le chat ou qu'on soit restreint à nouveau? J'ai mis la photo d'opération? Ah, ok. Non, j'ai pas mis. Je me suis posé la question si c'était ça en fait. Voilà. Désolée, j'ai fini ma contestation. Donc du coup, cette petite chatonne, on la voit là. Hop, hop, hop. Elle avait un doigt plus court avec une griffe. Non, elle avait un doigt avec une griffe supplémentaire. Donc, elle ne pouvait absolument pas les limer en fait en faisant ses griffes. Donc, la griffe a poussé, poussé et elle s'est retournée à l'intérieur du coussinet, provoquant une infection. Si vous ne le savez pas, si vous n'êtes pas averti, c'est aussi des pseudo-doigts, hein, c'est des doigts interdigitaux aussi. J'en ai pas mis en radio, tiens. Vous pouvez avoir des doigts interdigitaux qui sont plus courts, ça aussi ça peut le faire. Donc du coup, si on n'y fait pas attention, c'est des griffes en fait que vous, humains, devez absolument couper vous-même. Le chat ne pourra pas le faire. Et si vous ne le faites pas, en fait, ça va pousser, pousser, se retourner, rentrer dans le coussinet et provoquer une infection. Marie, on va mettre la seconde photo. Voilà. Donc là, c'est quand même arrivé. L'infection a été quand même assez costaud. Et voilà, ça peut donner ça en fait, hein. Donc il faudra, là on voit la griffe, il faudra la couper. Et ça, normalement, quand vous êtes éleveur en fait, c'est à vous de signaler qu'il y a des pseudo-doigts qui ne peuvent pas où les griffes ne peuvent pas se limer. Il faut absolument... Je vais remettre l'autre. Je vais mettre le chat, c'est plus joli. Mais voilà, vous pouvez arriver, ça peut arriver jusqu'à une septicémie si vous faites vraiment pas attention. Bon, après, il faut vraiment, enfin, pour vraiment pas s'occuper du chat pour en arriver là, mais bon. Vous pouvez arriver à une septicémie quand même si vous faites pas attention à ce genre de cas. Et c'est un cas qui est quand même ultra fréquent, ça. En revanche, c'est vraiment extrêmement fréquent parce qu'il y a énormément de doigts interdigitaux. Donc, c'est des doigts plus courts où le chat ne peut pas... Oui, c'est important de le voir. Vous voulez le revoir? On peut le faire en petite séquence au cas où, mais de toute façon, je me suis mis sur la bonne page au cas où il me sanctionne comme des sauvages. C'est à l'éleveur en fait, hein. C'est vraiment à l'éleveur de dire
qu'il y a des possibilités que le chat ne puisse pas couper ses griffes ou aiguiser ses griffes lui-même, et que c'est à l'adoptant d'agir, ou à l'éleveur. Même vous, hein, vous pouvez en avoir un comme ça. Mais normalement, c'est à la personne qui a fait naître le chaton de vous avertir. Bon, après, en tant qu'éleveur, normalement, vous êtes censé bidouiller. Oui, il est interdit au moins de 18 ans. Vous êtes censé bidouiller, enfin tripatouiller ce que vous voulez, les doigts de vos chats, et du coup vous apercevoir de ça. Mais il faut le savoir, et c'est quand même ultra, ultra, ultra fréquent. Et le nombre de personnes qui ont des soucis avec ça et qui vont avoir des infections avec ce genre de problème, c'est ultra, ultra fréquent. Marie, je t'ai pas dit de revenir. Là, je suis sûre, elle est en train de vomir à côté de son lit. Ça y est, la pauvre. Je l'ai enlevée, Marie, c'est bon, tu peux revenir. Ah, mais elle est vraiment partie du live, en fait, du coup. Oui, c'est bon, tu peux revenir. J'ai enlevé la photo. Il n'y a plus de vilaine photo. En tout cas, voilà, les griffes qui ne peuvent pas se réduire à elles-mêmes, c'est quand même assez récurrent, donc bien faire attention à ça, hein. Quand on parle entre éleveurs, en fait, au bout d'un moment, quand on parle de polydactylie entre plusieurs éleveurs, où on s'entend plutôt bien, où c'est plutôt le dialogue est plutôt facile et plutôt honnête, on va dire, entre guillemets. Attends, c'est pas entre guillemets, enfin, ceux qui sont là sauront que c'est parfois compliqué d'avoir des dialogues ouverts et honnêtes entre éleveurs. Bah, quand on commence à parler polydactylie en fait avec des gens qui sont plutôt ouverts, on s'aperçoit que on n'est pas les seuls à voir des choses un petit peu différentes. Et, et on entend oui, mais moi j'ai vu ça, moi j'ai fait ci. Si j'avais su, j'en ai jamais parlé, j'avais peur qu'on pense que. J'ai vu une patte étrange, mais j'ai pas osé le dire. Je n'ai jamais dit aux adoptants que. On entend tout ça. Et ça, en fait, c'est pas rare, hein. C'est de plus, enfin, dans le milieu de l'élevage, c'est pas rare. C'est quelque chose même de très très fréquent. Et qu'est-ce que ça révèle? Que les formes atypiques sont tues et sont cachées, souvent, pour éviter les jugements des autres éleveurs. Ou je ne sais pas, ou par honte, ou par, je sais pas. Je sais pas comment le dire. Mais on n'ose pas dire que voilà, mon chat a eu ci ou mon chat a eu ça. Ça va être dit un petit peu entre deux conversations, surtout le répète à personne, mais j'ai eu ça, mais j'ai vu ça, mais j'ai pas fait ci, mais j'ai pas fait ça. C'est quand même un discours qui est quand même assez récurrent, surtout sur la polydactylie. Et qu'il y a beaucoup, beaucoup de décisions qui vont se prendre au final sans radio, sans recherche, sans analyse. Ça aussi, c'est dommage. Oui, c'est comme pour le coryza, c'est pareil. Les lignées de polydactyle sont pas toujours suivies avec rigueur en fait. Alors c'est pas par négligence, hein, mais c'est parce que on n'a pas de cadre pour la polydactylie. On n'a pas, il y a rien qui vous explique que c'est format typique. Il y a rien qui vous dit que il peut y avoir des doigts interdigitaux avec des griffes qui peuvent se retourner dans les coussinets. On n'a rien. Il y a rien. Il y a quelques études qu'on peut trouver par-ci par-là, mais il n'y a rien qui peut avertir un éleveur en fait. Il n'y a rien qui est fait pour ça. Et c'est là que l'éthique en fait elle doit commencer, pas dans le fait de vouloir tout maîtriser non plus sur la polydactylie, hein. Oui, mais c'est ça. C'est en partant des soucis, en parlant des soucis qu'on peut faire avancer les choses aussi. Euh, il faut pas tout vouloir maîtriser, hein, loin de là, mais il faut avoir le courage de dire je ne sais pas parfois. Parfois, il faut dire ouais, ben non, je sais pas, je ne peux pas te dire, j'ai vu quelque chose, mais aller voir le vétérinaire, faire une radio, c'est une des solutions. Parler avec d'autres éleveurs, c'est une autre solution. Ouvrir la porte à plus de transparence, surtout entre nous, hein. Oser se dire les choses sans avoir peur que l'autre vous dise oh, quelle horreur. Ton chat avait un doigt entre les doigts qui en plus a fait que. Mais oui, mais non, c'est pas honteux, c'est la nature. C'est fait comme ça. La nature est pas toujours parfaite, hein. Sinon, on serait tous
Barbie et Ken, hein. Ces témoignages, même anonymes, hein, les gens là qui m'ont envoyé leurs photos que je vous ai montrées ce soir, bah, je les remercie très fort parce que bah, il faut avoir le courage hein, d'envoyer des photos, de dire regarde, mon chat est polydactyle, ses aplombs sont pas bons, regarde, la griffe s'est retournée, je m'en étais pas aperçue à temps, je le regrette, mais oui, ça arrive. Il faut pas se fouetter pour ça. Ça aurait pu arriver au n'importe quel d'entre nous si on n'est pas averti en fait. Il faut réfléchir à tout ça. Le souci en polydactylie, c'est que vraiment, on n'a aucun cadre qui nous permette, à l'heure actuelle, de, euh, de savoir ce qui est normal ou pas normal chez le polydactyle. Parler franchement, c'est compliqué hein, chez les éleveurs. Je ne sais pas pourquoi. Alors, j'ai toujours pas de données chiffrées, hein. C'est comme la dernière fois, j'ai pas. Enfin, en même temps, j'ai pas relancé je vais m'en occuper, ouais. J'ai pas relancé l'étude. Je voulais faire une étude hein, pour savoir. Ça pourrait être sympa. Donc, de toute façon, je vous en reparlerai si je le fais. Vous mettre un lien pour tous les éleveurs qui ont des chatons, des parents polydactyles avec des chatons polydactyles qui naissent. Mettre une étude en fait en place où vous pourrez répondre, qui permettrait de voir si on a suffisamment de chatons, exactement ce qui ressort bah, de la forme, des problèmes et mettre en place des pourcentages. Ça pourrait déjà être un premier pas vers un cadre au niveau de la polydactylie déjà. Chiffrer quelques petites données, même si c'est pas quelque chose d'énorme. Donc je mettrai sûrement ça en place parce que c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Mais après, voilà, il faut que les éleveurs derrière veuillent bien répondre à un petit sondage, ce qui n'est pas évident. Même ça. Même ça, c'est compliqué pour eux, en fait. Et c'est là où c'est dommage. Alors, ça nous dit peut-être quelque chose aussi, hein. Ça nous dit qu'avant d'observer, il faut d'abord apprendre à regarder et peut-être que on ne regarde pas assez nos chats polydactyles, hein, ou on ne se regarde pas assez nous-mêmes, éleveurs, entre nous. Il faut apprendre à aller plus loin et il faut surtout apprendre à aller plus loin ensemble, tous. Ce qu'on peut dire des retours sur le terrain à l'heure actuelle, c'est que les formes classiques sont majoritaires. Je vous rassure tout de suite. Les vilaines choses que vous avez vues, ça reste du minoritaire et du rare. Les formes moufles antérieures, les pouces bien formés, les 6 ou 7 doigts réguliers, c'est ce qu'on voit le plus souvent et c'est ce qui apparaît le plus souvent. Euh, En revanche, dites-vous bien qu'à force de faire des polis entre eux, oui, il y aura des soucis. On peut faire du polydactyle hétérozygote sans problème. Il faut éviter de faire des polydactyles homozygotes à tout prix. Et la vitrine rassurante, c'est ça, c'est que la polydactylie, la plupart du temps, tout se passe bien, c'est des formes harmonieuses. Le chat, il est plutôt bien dans ses pattes. Tout est plutôt compréhensible, hein. Les formes postérieures, en fait, la polydactylie aux pattes arrière est un petit peu normalement moins fréquente et elle le devient de plus en plus. En revanche, mais c'était moins fréquent au départ, hein. Au départ de la race, il y avait moins de polydactyles pattes à pattes arrière, faut le savoir, il y avait plus de pattes avant. Il y a une publication vétérinaire, je vais vous éviter le titre parce que c'est une publication américaine, qui rapporte que la polydactylie uniquement à l'arrière est très rarement observée. Le nombre de doigts surnuméraires varie de 1 à 3 par patte antérieure, mais le cas postérieur isolé est anecdotique. Oui, on n'est qu'à 78 000, c'est honteux. Marie, je te vois, tu tapotes pas, tu y vas tout de suite. Donc en fait, dès le départ, dès les études vétérinaires qu'on a, bon celle-ci elle est de 2016, hein, mais on voit que en fait au final, merci Ollivander, ouf, beaucoup, merci beaucoup. On voit qu'en fait en 2016 la forme postérieure pardon, était plutôt rare alors que maintenant je pense qu'on est en train on est en train d'arriver à une. Il y a beaucoup de formes postérieures, je trouve maintenant.
Je pense que, alors j'ai pas trouvé de données récentes, mais je pense qu'on arrive quasiment, on en voit de plus en plus en fait, hein. On voit de plus en plus de pattes arrière en polydactyle, ce qu'on voyait pas spécialement au départ. Quant à l'hypothèse selon laquelle les formes postérieures seraient apparues suite à l'introduction de lignées canadiennes, hein, on te dit de tapoter, Marie. Il n'y a aucune source crédible en fait, hein, comme quoi ce seraient des lignées canadiennes qui auraient introduit la polydactylie aux pattes arrière. Ça c'est pareil, on le voit souvent sur les réseaux. Du coup ça m'a posé un petit peu, enfin je me suis posé la question quand même, hein. Et de tout ce que j'ai lu ces dernières semaines, il n'y a vraiment rien qui prouve que ce soit des polydactyles, des lignées canadiennes qui ramenaient la polydactylie aux pattes arrière, hein. Il y a un vide documentaire là-dessus, il n'y a rien qui corrobore, hein. Euh, on a une forte concentration de chats polydactyles dans certaines régions des États-Unis, du Canada et d'Angleterre, ça j'ai déjà dit, qui sont plutôt en lien avec une histoire maritime que des lignées. Mais on n'a aucune mention fiable entre des lignées canadiennes avec des formes postérieures, postaxiales, pardon. On n'a vraiment rien. Donc si on vous redit à nouveau que la polydactylie c'est une tare, vous leur rappelez qu'il y a Danford en 1947 qui vous a dit que non. Et si on vous dit que ce sont les lignées canadiennes qui sont polydactyles aux pattes arrière, il n'y a aucun document qui ne le prouve. Rien du tout. Absolument rien. Aucune étude, rien, aucune source. Alors on ne sait pas pourquoi, par contre, cette forme, enfin les pattes arrière, on ne sait pas. On ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas comment c'est arrivé. Elle existe. À une époque, elle était plus rare. C'est Danforth. Danforth, 1947. Alors le bouquin, tu peux pas le lire évidemment, sinon ce serait trop marrant. Tu peux retrouver des bouts, des petits bouts de bouquins un petit peu partout. Si tu veux le lire, c'est une université américaine qui l'a dans sa bibliothèque et il faut payer 50 $ une journée pour pouvoir le lire. Moi, c'est ce que la dernière fois, c'est ce qui est arrivé. On a peu ou pas de cas visibles avec des doigts tordus, hein. Merci, Trébulier Poilu. On a peu de. Les cas que je vous ai montrés, là, vous avez des cas tordus, des doigts tordus, fusionnés, flottants, multiples d'un seul côté. Et on sait que ça existe, mais il y en a. C'est peu documenté. Alors voilà. Est-ce qu'il y en a beaucoup, pas beaucoup, je sais pas, mais c'est très peu documenté. Alors c'est pareil, c'est un petit peu comme la syndactylie au début du live. Pourquoi c'est peu documenté? Est-ce qu'il y en a si peu que ça? Je ne suis pas sûre. Je pense qu'il y en a peut-être un petit peu plus. Mais voilà, il y a un silence, peur d'être jugé, réflexe de sélection immédiate, hein, ça aussi. Peut-être que c'est des chats qui ont été éliminés. Ludine, c'est comme le premier. Je ne sais pas si tu avais vu, c'est en story pour le lien. Et c'est sur. De toute façon, c'est ce Campsite où tu retrouves le lien pour aller récupérer le PDF du live. Et normalement, fin de semaine, les 2 lives polydactylie devraient être mis en ligne sur la chaîne YouTube. De rien. Alors, est-ce que c'est à cause de... Moi, le silence et pourquoi c'est si peu représenté les formes atypiques, je sais pas. Est-ce que c'est parce qu'on manque d'une grille pour les reconnaître? Ça, c'est possible. Mais je ne sais pas pourquoi. Si vous regardez bien, l'hypertype a ses repères. On sait définir un chat hypertype. On sait définir un chat hypertype. On sait dire que c'est à cause de ça, ci et ça, qu'il est hypertype. Par contre, la polydactylie, bon, ça fait 15 ans que je la travaille, on n'a rien. On n'a rien pour nous dire ça c'est normal, ça c'est pas normal. On n'a rien. C'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Je sais que je me répète un petit peu là. Mais je pense que le souci vient de là, hein. Le plus gros problème vient de là, c'est qu'on n'a rien. Il n'y a pas d'études, il n'y a pas de... Il n'y a aucun support qui nous permet de dire ce qui est normal ou pas normal. Et c'est précisément pour ça qu'on doit ouvrir la réflexion ensemble. Et ça, je l'avais déjà dit la dernière fois, hein. Je pense que c'est à tous les éleveurs de se réunir, surtout les éleveurs de polydactyles, hein,
et d'essayer de poser un regard juste sur la polydactylie et de ne pas réfléchir seul, de réfléchir à plusieurs éleveurs de polydactyles, mettre nos connaissances. Tu penses qu'il n'y a pas assez de poly? Non, je pense pas. Si en 1947, un vétérinaire a réussi à faire une étude, je pense que en 2025, on est capable de faire une étude. Je pense pas qu'il y avait plus de chats polydactyles en 1947. Oui, mais c'est oui, Ollivander, je suis d'accord, mais le problème est là. Je pense qu'on va tous se tirer dans les pattes, mais non, mais il faudrait vraiment un consensus. Alors ça a été fait hein, dans les années 2000, il y a 2005, il y a eu un consensus d'éleveurs français qui aimait. Ça a donné naissance à Concept d'ailleurs, le site Concept que je vous conseille, hein, qui est super intéressant. Qui étaient des défenseurs de la polydactylie. Il y avait tout un groupe qui s'était mis en place, et puis bon, ça c'est, je sais pas comment ça s'est fini, moi à l'époque j'étais pas là. Mais ça peut être intéressant et ça a déjà été créé. Et, mais avoir une lecture claire, savoir où sont les problèmes, où sont pas les problèmes, ce serait déjà intéressant. Sans aller et puis partager nos savoir en fait le pourcentage. Je pense que ce serait vraiment intéressant de connaître le pourcentage de problèmes atypiques. Ce serait vraiment très très intéressant. Parce que pour l'instant, on n'en a aucune idée. C'est pas l'exception qui manque, hein, c'est le langage pour la nommer en fait. Oui, c'est un manque de. C'est un manque de. Les éleveurs s'aiment pas entre eux, ouais. C'est un manque de travail ensemble en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est dommage, je trouve. Mais il faudrait qu'un groupe d'éleveurs se réunisse, s'entendent, mettre des outils en place, hein. Travailler pourquoi pas avec le LOF, mettre des grilles simples, partager des radios pour faire des études où c'est un petit peu mieux documenté, des radios récentes aussi, hein. Parce que je vous rappelle que là, on a des radios, oui, main dans la main, on a des radios de 1947, donc avoir des radios récentes de chats, mettre en place des choses, ça pourrait être intéressant, mais il faut monter un groupe et un groupe plutôt solide, hein. Mais oui, non, mais Concept a été abandonné. Je suis pas sur le bon truc. Concept a été abandonné, je pense, quand ils ont arrêté de travailler ensemble. Il y a quelques articles récents, je crois, qui ont été mis. J'ai pas regardé dernièrement, mais c'est comment elle s'appelle? Elisabeth. C'est Elisabeth qui a écrit beaucoup d'articles sur Concept, qui est une fabuleuse éleveuse, bretonne d'origine, mais qui vit à La Réunion. Et qui a écrit enfin, qui a traduit beaucoup d'articles, notamment scientifiques. Et elle est formidable. Elle est adorable. C'est une personne vraiment adorable. Et qui travaille très très bien. Et qui pour le coup est ouvert. C'est quelqu'un avec qui, par exemple, voilà, on peut partager, on peut dire les choses qui vous dira jamais. Elisabeth fait partie de cette génération d'éleveurs. Oui, c'est à vous la nouvelle génération. Ah oui, c'est vrai, j'ai que 24 ans, pardon, j'avais oublié. C'est à nous, la nouvelle génération, de mettre en place des choses, de partager, de s'entendre, sans se tirer dans les pattes. Et Elisabeth faisait partie Elisabeth fait, pardon, elle fait partie de ces gens-là à qui vous pouvez parler de tout et de n'importe quoi et qui vous ne jugera pas. En fait, c'est ça l'important. Je pense qu'il y a beaucoup d'éleveurs qui n'osent pas parler entre eux de peur d'être jugés. Et personne ne peut vous juger ou n'a le droit de vous juger autre que vous-même, en fait. Ou un juge si vous amenez votre chat en concours, évidemment. Oui, elle est passionnée, oui, oui. Oui, et puis elle aussi, c'est pareil, elle a des polydactyles depuis plus longtemps que moi. Elle élève depuis, pouf. Pour ceux qui ne connaissent pas Elisabeth Morcel, c'est l'éleveuse de Kreisarmor. Vous pouvez voir pas mal, de toute façon, il y a pas mal de Kreisarmor dans vos pédigrés, hein. En général, elle travaille depuis vraiment, je dirais pas parce que c'est pas gentil pour. Mais elle travaille depuis très longtemps, elle est passionnée, elle fait vraiment du très très bon boulot. Je pense qu'elle a ralenti un petit peu là, l'âge avançant, mais c'est quelqu'un avec qui vous pouvez parler. Et, elle est très ouverte et ce que je vous dis, elle ne vous jugera pas. Oui,
Crazy Armor. Très bel élevage. Parler de polydactylie, c'est pas qu'un sujet de phénotype ou de génétique, hein, c'est aussi un miroir, c'est le miroir de ce qu'on est, nous, éleveurs, hein, de ce que l'on tolère, de ce que l'on cherche et parfois de ce qu'on ne veut pas voir. Sélectionner, c'est pas trier, hein, ça je vous l'ai déjà dit, c'est choisir en conscience, hein, sélectionner. Oui, elle est de Saint-Brieuc. À l'origine, elle est de Saint-Brieuc. C'est pas parce qu'un chat a un doigt en plus ou qu'il est anormal, entre guillemets anormal, hein. C'est pas parce qu'il est différent qu'il faut le cacher, mais c'est pas non plus. Et ça marche pour tout, ça marche pas que pour la polydactylie en fait, ce raisonnement-là. Oh, ça fait des années qu'elle a la réunion. Mais ce n'est pas non plus parce que c'est joli qu'il faut reproduire à tout prix. L'éthique, c'est aussi se poser, réfléchir, se donner une base. Et c'est pour ça que ce serait intéressant de se réunir et de se donner une base au niveau de la polydactylie, avoir une attitude intérieure et une lucidité active par rapport à la polydactylie. Avec quelques questions à se poser avant de reproduire nos chats polydactyles, c'est est-ce que la forme est fonctionnelle? Est-ce qu'elle a été observée ou au moins suivie avec rigueur? Est-ce que je suis capable d'en parler ouvertement à mes adoptants quand on a un chaton qui a une forme un petit peu atypique? Est-ce que je peux reproduire pour le look ou pour la stabilité génétique? Est-ce que je peux affirmer que ce chat vit bien dans son corps chaque jour? Et tout ça, c'est des questions en fait qu'il faudrait mettre en place. Plus, voilà, ce serait bien d'avoir ce que je vous disais déjà tout à l'heure, des pourcentages sur les formes atypiques, ce qu'on n'a absolument pas à l'heure actuelle. Et des radios récentes aussi, ce serait pas mal. Mais quand j'ai préparé les deux lives, je me suis aperçue que même moi, j'ai pas gardé les radios du chaton que je vous ai montré en fait. Donc ça aussi, hein. Je pense que ce serait bien en fait de réunir voilà, une banque de données où, pour les éleveuses un petit peu étourdies, de garder des banques de données de radios de chats polydactyles, ça pourrait être intéressant aussi, effectivement. Parce que du coup, après, on se retrouve avec des radios de 1947. Voilà, ce live est fini. Il était plus court que d'habitude. La semaine prochaine, on se retrouve pour un live de Cozy à Libertype. Non, parce qu'à l'époque, elle avait encore les vieux appareils à radio, là, où ils te sortaient, elle n'avait pas les trucs modernes. Elle avait encore le truc où clash, clash, là, qui te sort une radio. Oui, je veux bien. Je veux bien. Je veux bien vos radios, oui. Mais oui, non, ce serait bien de centraliser. Après, j'ai beaucoup d'activités. Donc, faudrait trouver d'autres personnes, hein. Je veux pas être toute seule à tout centraliser non plus. Moi, je veux bien faire les études, ça me dérange pas. Récupérer les sondages et tout traduire en pourcentage, ça me dérange pas. Mais après, ouais, il faudrait être à plusieurs, hein. Je pense que tout seul, c'est un travail un petit peu trop lourd pour quelqu'un tout seul. Il faudrait être plusieurs avec un petit peu chacun des pôles. Où chacun a un pôle spécifique et arriver à... En fait, il faudrait quand même avoir pas mal de données avant de commencer à pouvoir faire une base, hein. Ça, c'est clair. Oui, d'ailleurs, tu vas en faire partie, j'en suis sûre, tu vas te dévouer, mais tu n'as pas de polydactyle. On va t'en prêter un, exprès, pour que tu apprennes. Après, je sais pas si je serais... Oh, si, ouais, j'ai déjà eu des stagiaires, hein. J'ai déjà eu des stagiaires et des apprentis, ouais. Il paraît que je suis plutôt cool, ça va. Bon, pas toujours, hein. Je peux crier aussi, hein. Donc, la semaine prochaine, hop, je vous le mets en photo parce qu'il est trop beau. On aura le live de l'ombre à la lumière ou de Cozy à l'hypertype. On va parler de phénotype, d'hypertype et de mariage. Il y aura de très belles photos. Je disais hier sur le live de Cyril que pour le chat hypertype, je ne vous ai pas remis le Bogdanov, justement. J'ai réussi à trouver un chat hypertype français. Mais je ne vous ai pas nommé ni la chatterie, ni le nom du chat, justement, pour pas... Mais je vous ai trouvé un bel hypertype Bogdanov qui est né en France pour vous prouver que ça avance quand même, cet hypertype. Ici, vous avez toutes les sources qui ont été utilisées. Il manque juste les sources pour ce que je vous ai rajouté sur la dystose radiale.
Euh, c'est une étude du... Je la rajouterai avant de le mettre en PDF, comme ça ce sera plus simple. Et pour ceux qui demandaient, vous avez Danforth qui est ici avec le nom du livre, mais je crois qu'elle est partie, la dame. Voilà, c'est là, avec les chapitres et les pages qui ont été utilisés pour aider si jamais vous voulez aller lire le bouquin. Puisque je vous dis, normalement, la consultation de ce livre est payante. Ce qui est fort dommage, parce que c'est quand même une étude de... Ça, c'est pareil, c'est une étude de 1947 qui devrait être, pour moi, généralisée et gratuite. En sachant que c'est la plus grande étude qui a été faite sur la polydactylie en plus. Et vous avez la thèse d'Alexia Melin. Je m'en suis pas trop servie cette fois-ci. Donc, je ne vous l'ai pas mis, mais je pourrais vous la rajouter. Et évidemment, je remercie toutes les personnes qui m'ont partagé leurs photos, leurs observations, qui m'ont parlé de leurs doutes aussi. Bah oui, parce que 1947, ça fait 80 ans, quoi, quand même, hein. Ça fait presque 80 ans, c'est ça? 60... Ouais, c'est ça, 80 ans. Un petit peu moins, 78 ans. Mais oui, ça devrait être libre de droit, carrément. La thèse, en revanche, d'Alexia Hamelin, qui a une recherche française, une chercheuse française, enfin, c'est une thèse qu'elle a faite pour devenir vétérinaire, ça a été fait sur les premiers Maine Coon polydactyles qu'il y avait en France. Donc ça, c'est intéressant aussi. Elle est intéressante et elle est plutôt bien documentée quand même, hein, comme thèse. Elle est intéressante à lire. Contestation non approuvée. Ok. Bon, c'est pas grave. On est à 92 000 et le live est fini. Bon, après, il a duré moins longtemps que la dernière fois, j'avoue. J'étais un petit peu plus rapide. J'ai un petit peu speedé au départ. J'espère que ça a été clair quand même pour vous. Mais 92 000, c'est déjà sublime. Vous êtes adorables tous. Il y a des questions. Vous n'hésitez pas si vous avez vu des choses, si vous vous posez des questions. Après, j'en reviens sur la pénétrance incomplète, hein, voilà, à prendre avec des pincettes pour moi, pour l'instant. Je pense que c'est pas encore assez. L'étude date de 2024. Je pense qu'elle a pas, qu'elle est un petit peu trop récente et que ça englobe peut-être des chats comme celui que j'ai eu, des faux porteurs, des faux non porteurs, des faux porteurs ou des faux non porteurs. Merci Dadou d'être venu. Bonsoir la chatterie de la reine au lit. C'était un live sur la polydactylie qui vient de se terminer, je suis désolée. Mais si tu as des questions, je suis là. Je peux répondre à tes questions. Personne n'a de questions, c'est formidable. J'ai été si claire que ça ce soir. Bonne nuit, bonne nuit Nathalie. Christelle. Oh, je vais jamais y arriver. Cyril. Oui, il y aura une rediffusion sur la chaîne YouTube qui est dans ma bio. Et là, c'était la partie 2. Donc, la partie 1 et la partie 2 vont être mises. C'est Christelle. Vont être mis en ligne. Le PDF qui sert de support visuel, lui, il est mis en ligne via ma story. C'est un lien, voilà. C'est un lien, vous devez mettre votre adresse mail et puis ensuite vous avez accès au PDF. Bonne soirée d'Advou. Tu vas faire ton live? Là ce soir, moi je pense que je viens pas, hein. Je vais aller dormir. De rien à la chatterie au lit. Et donc la semaine prochaine, le live est super bien de la semaine prochaine, hein. Je l'ai tout refait en entier. Il est formidable. Après c'est moi qui l'ai fait, mais non, j'ai rajouté beaucoup de choses et j'ai mis beaucoup d'amour. Il est très beau visuellement en plus. Et non, il est chouette. Bon, j'ai réduit certains passages et en fait, je vous ai réuni 3 lives en un seul. Non, du tout. Elisabeth ne fait ni de fondation ni de hot cross. Elle fait du traditionnel. C'est une chose sur laquelle Elisabeth et moi ne nous entendons pas du tout. Mais voilà, c'est le genre de personne avec qui tu peux discuter, comme Marie qui est déjà partie dormir elle aussi, je vois ça.
Voilà, tu as des gens comme ça, des éleveurs avec qui tu peux discuter, tu peux t'énerver, tu peux te disputer même, mais ça restera des amis et c'est des fois en se disputant qu'on arrive à avancer. Je sais qu'avec Marie, on peut avoir des conversations, mais alors on se crie pas dessus, mais où on n'est vraiment pas d'accord, où chacune va mettre son point de vue. Voilà. Ce matin, on avait une discussion sur la consanguinité qui, à notre avis, alors par contre, on est tombé d'accord toutes les deux, on pense qu'elle est tronquée vers le bas, parce qu'on n'a pas suffisamment de retours sur les fondations, justement, sur le top 5. Après, ça, c'est un débat compliqué. Mais voilà, Elisabeth, ça fait partie des personnes avec qui tu peux parler très ouvertement. Oui, ah oui, bon, après, ça dépend. Alors avec Elisabeth, oui, on est très respectueuse quand on se parle, et puis voilà, elle est c'est une dame qui est extrêmement calme et posée. Euh, Après, tu mets Marie et moi ensemble, c'est autre chose, hein, ça fait plus crépage de chignon au bout d'un moment. Les deux en train d'essayer de persuader l'autre, ça peut être assez rigolo. Mais c'est comme ça, en fait, que tu avances aussi, des fois. Bah, elle est pas là, je peux le dire, mais on a deux caractères assez forts, Marie et moi. Donc, en fait, il n'y en a jamais aucune des deux qui veut céder. Donc, il y en a toujours une qui veut prouver à l'autre qu'elle a raison absolument. Donc, c'est assez marrant au final. Puis après, on n'en parle plus, et puis on y revient une ou deux semaines après, puis on dit, ouais, non, mais en fait, t'avais raison, quoi. Non, ou je comprends ton point de vue. Ça, c'est pour ne pas dire tu avais raison, c'est je comprends ton point de vue, mais oui, oui, ça doit donner. Alors, le pire, c'est quand tu nous mets ensemble, hein. C'est quand on se rejoint pour passer les journées ensemble. Là, je crois que c'est le pire. Puis on parle quasiment que de chats, hein. Mais c'est des relations comme ça. Mais on en parlait hier soir sur le live de Cyril. Des groupes comme ça, t'en as pas. En général, c'est un groupe de trois quatre éleveurs, mais pas plus. Oui, c'est ça. Donc du coup, pas de questions. Je vais vous laisser. Je vous remercie à tous d'être venus. Et franchement,